Bonjour à tous, c'est Dimitar de la team Mister Prépa et on se retrouve pour une vidéo sur le calcul d'intégrale. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter 10 intégrales et on va commencer par une qui a l'air un peu méchante vu qu'elle fait apparaître 3 racines carrées. Avant que je vous fasse le corriger et que je donne mes pistes, n'hésitez pas à regarder donc de votre côté cette intégrale et les questions également suivantes pour bien progresser et vous exercer. Donc en fait cette intégrale qu'on a là avec 3 racines mais peut être simplifiée grandement. Si on regarde maintenant le corrigé, cette forme complexe peut s'écrire de la manière suivante avec 1/2 partout, puisque il ne faut pas oublier que la racine en fait c'est tout simplement puissance 1/2, et aussi en fait en regroupant terme à terme on obtient 1/2, 1/4, 1/8 pour ensuite se rendre compte que la somme des 3 puissances fait 7/8. Ensuite, par un calcul de primitive plutôt facile, on trouve que I1 est égal à 8/15. Pour la deuxième intégrale, ici, il s'agit de transformer un peu cette forme puisqu'il y a un dénominateur t plus 1 qui paraît un peu difficile de prime abord à calculer puisqu'on n'a pas de forme qui soit appropriée. Nous allons en fait scinder en deux ce dénominateur puisqu'on peut s'apercevoir que 1 sur t plus 1, c'est en fait égal à 1 sur t moins 1 sur t plus 1. Cette décomposition en facteur premier peut s'obtenir de diverses manières. Avec l'expérience, on les a facilement, quasiment de tête pour les classiques, mais sinon, il s'agit d'écrire qu'elle peut s'écrire sur la forme A et B, et ensuite de multiplier d'abord par t-1 et ensuite par t, des deux côtés, haut et bas, dans les fractions, et ensuite d'identifier terme à terme pour obtenir les valeurs. Mais ici, les valeurs sont bien celles que je vous ai dites au début, 1 et moins 1. Cela simplifie grandement le calcul de cette intégrale, puisqu'on se retrouve avec une forme beaucoup plus simple, une forme finalement qu'on sait très bien calculer, vu que 1 sur t ou 1 sur t plus 1, en fait c'est bien le logarithme népérien qui apparaît comme primitive. Et donc sans grand souci, on obtient ln de 4 tiers. Je vous laisse regarder de votre côté les propriétés sur le ln. Troisième calcul, ici il s'agit d'une intégration par partie. En fait, on s'aperçoit qu'on a du ln, mais en fait, on sait que si on dérive le ln, c'est 1 sur t, la dérivée. Donc, on fait apparaître quelque chose qui met en relation du t. Et en fait, ça va simplifier avec l'intégrale de t de puissance n, qui sera t de puissance n plus 1 sur 2n plus 1. Avec l'intégration par partie, tout se passe très bien. Je vous laisse regarder directement le corrigé. Ici, il s'agit des deux fonctions intégrées, ln donc et l'autre t de puissance n plus 1 sur 2n plus 1. En réalisant l'intégration par partie, il faut bien mettre toutes les hypothèses. Ici, on a pris un epsilon, puisque 0 n'est pas défini ici. Donc on réalise sur un segment fermé, puisque ici il s'agit d'une limite, vu que c'est une intégrale impropre. On n'a pas le droit d'écrire 0 directement, vu que ln de 0 n'est pas défini. Et ensuite, dès qu'on est sur un segment, ici on réalise notre intégration par partie, et on obtient ceci. Après quelques lignes de calcul, on se retrouve avec ça, et on fait tendre epsilon vers 0, et par croissance comparée, on obtient que tous les termes avec des epsilon s'annulent, et il nous reste tout simplement moins 1 sur 2n plus 1 au carré. Donc c'est la résolution de cet exercice. Exercice 4, ici on a affaire à un changement de variable. En fait, pour les changements de variables, ils seront toujours indiqués lorsque c'est des fonctions qui ne sont pas affines. Donc ici, à part à l'oral, en QSP par exemple, ici on va vous dire qu'il faut mettre u égale racine de t comme indication. Il n'y a aucune difficulté dans le changement de variable puisque on en déduit que t est égal à u carré et ensuite on dérive dt est égal à 2u de du. Ensuite on a juste à remplacer dans l'intégrale ce qu'on a obtenu ici, donc dt par ceci. Ici ensuite il y a une astuce très importante, c'est de faire u qui est égal à u plus 1 moins 1. Pourquoi on fait cette opération? Pour pouvoir scinder en deux cette fraction, puisque on ne peut pas sinon calculer de primitive directement. Mais lorsqu'on se ramène sous cette forme, 1 sur u plus 1, donc 2 ln de 2, et ensuite on a le 2 qui provient du 1 dans l'intégrale. Donc I4, ça fait bien
2 moins 2 ln de 2. Cinquième question, ici on a quelque chose qui ressemble un peu à une loi normale. On peut se dire ça déjà, et ça peut être très utile pour calculer cette intégrale parce qu'on ne connaît pas de primitive. Donc ça ne sert à rien de chercher une primitive pour cette intégrale. Je vous montre le corrigé et il y a une étape importante de résolution. Ici, je vous ai écrit la densité d'une loi normale de paramètre mu sigma carré. Donc si on l'intègre, cette intégrale vaut 1, vu que c'est une densité de probabilité. Dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer le mu et le sigma tel qu'on se ramène à cette forme qui nous intéresse, c'est-à-dire au fait que dans cette partie, il n'y a que du t carré. Donc on regarde que par identification finalement, terme à terme, que mu, ça va valoir 0, et ensuite sigma. On cherche le sigma approprié tel que 2 fois sigma carré soit égal à 1 puisqu'il n'y a pas de dénominateur dans moins t carré. Et donc on en déduit simplement que sigma est égal à 1 sur racine de 2. D'où cette valeur ici. Et donc x suit une loi normale de paramètre 0, 1 pour obtenir une forme qui nous intéresse. Et en fait, si on intègre de moins l'infini à plus l'infini, on obtient que ici on a 2 racines de pi et 1 sur racine de 2, puisque sigma est égal à 1 sur racine de 2. On obtient une simplification des deux, et donc cette forme. Ensuite, par parité de la densité, on obtient que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, en fait, elle est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. On a juste ensuite à reporter le racine de pi de l'autre côté en multipliant par racine de pi de deux côtés, et on a le résultat à notre question, en divisant par 2. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré est égale à racine de pi sur 2. Sixième question, ici on va avoir affaire à la loi exponentielle et notamment sa densité et son espérance. Donc je vous laisse penser cette question quelques instants avant de vous montrer comment on va faire, puisque on sait que lambda exponentielle de moins lambda t, en fait, c'est sur R+, la densité de cette loi exponentielle de paramètre lambda. Grâce à cette indication et au fait que l'espérance de x est égale à 1 sur lambda, on peut rapidement conclure avec un petit calcul, en introduisant cette variable x qui suit la loi exponentielle, que l'espérance est égale à 1 sur lambda. Ensuite, on remplace la valeur de la densité ici, et la formule par le théorème de transfert de l'espérance. Et on dit que c'est égal à 1 sur lambda. On fait passer le lambda de l'autre côté, ce lambda. Et donc, ça nous donne que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x exponentiellement dans la x dx est égale à 1 sur lambda. D'où le résultat, ici, c'est égal à 1 sur lambda carré. On aurait pu faire autrement pour calculer cette intégrale en faisant simplement, pas forcément simplement, puisque ça pourrait prendre plus de temps, on pourrait faire une intégration par partie pour résoudre cette question aussi. Mais ici, il s'agit d'une méthode un peu plus astucieuse. Je vous laisse en exercice faire l'intégration par partie. Septième question, ici, on a une valeur absolue dans l'intégrale et on ne sait pas trouver de primitive avec une valeur absolue. Donc en fait, on va procéder à une disjonction de cas. En fait, il faut regarder si t moins a est positive ou non. En fait, avant a, t moins a va être négatif puisque a sera plus grand. Mais après, il va être positif. Donc, on va faire cette disjonction de cas de la sorte. Avant, donc on a dit que t moins a était négatif, donc ça va être l'opposé de sa valeur. Et ensuite, il est positif, donc t moins a va être juste la valeur directement, ce qu'on avait dans l'intégrale. Ensuite, par calcul simple, on trouve que le résultat est le suivant. La difficulté de cette question, de ce problème, résidait dans la disjonction de cas à faire entre la partie qui sera négative et la partie positive. Huitième question, ici, on a une partie entière, donc encore quelque chose d'un peu inhabituel dans une intégrale, mais on s'en sort très très bien, puisque en réalité, la partie entière, c'est pas une intégrale, c'est une somme, puisque c'est des entiers. Et en fait, cette intégrale, on va la transformer très rapidement en une somme, et en l'occurrence, je vous laisse regarder ce que ça donne ici, puisque c'est une fonction en escalier. Entre 1 et 2, cette fonction va valoir 1, et ensuite entre 2 et 3, ça va valoir 2, etc., etc. Donc en fait, ça devient la somme des cas. L'intégrale entre 1 et 20, c'est en fait la somme de 1 à 19 des cas. Pourquoi on s'arrête à 19? Puisque la partie entière entre 19 et 20 va être égale à 19, mais si on exclut le 20, puisqu'on ne s'intéresse pas au point dans une intégrale, donc à 20 précisément, on peut l'exclure sans aucun problème.
De même pour toute autre valeur. Ensuite, la somme des cas, on sait très bien la calculer, donc c'est k plus 1 sur 2, donc 19 fois 20 divisé par 2, ce qui nous donne 190. Neuvième question, ici, c'est une intégrale dont la primitive est un peu astucieuse. Je vous laisse réfléchir à la question avant de vous montrer le corrigé, et c'est aussi un résultat qui est très utile pour la comparaison série intégrale, mais on va l'étudier en détail dans d'autres vidéos, donc pour l'instant, on se concentre juste sur l'intégrale. Voici la série qui pourrait être étudiée grâce à l'intégrale, mais ici, on va se concentrer sur le calcul de l'intégrale. Et en fait, on observe qu'on a une forme très intéressante, celle qui est U' sur U. Donc, on connaît très bien la primitive de U' sur U, c'est ln. Et en fait, ça donne un peu de manière étrange ln de valeur absolue. Il ne faut pas oublier la valeur absolue, puisque ln de t n'est pas forcément positif. Ici, c'est le cas, mais ça aurait pu être, par exemple, 2 tout simplement, et ln de 2 aurait pu ne pas être positif. Donc avec la valeur absolue, on a valeur absolue de ln de t, ce qui nous donne que en fait, cette intégrale ne se calcule pas, mais tout simplement diverge. Donc c'est un résultat très utile pour démontrer la divergence de cette série par comparaison. 10e et dernière question qui concerne les sommes de Riemann. Quand on parle d'intégrale, on fait toujours référence aux sommes de Riemann. Et du coup, on a 2 sommes à calculer, une pour les ECG en général et une deuxième pour les maths appro, puisqu'il y a une fonction qui n'est pas au programme des maths appli. Concernant la correction de cet exercice, en réalité, il s'agit de se ramener à la forme classique des sommes de Riemann, donc de faire apparaître le 1 sur n devant, et ensuite de faire apparaître du k sur n. En fait, quand on a k sur n, c'est comme si on avait k 1 moins 0 sur n. Et donc, c'est exactement ce qui s'apparente à la formule du cours qui nous donne les bornes ici, de l'intégrale. On a la fonction f qui est celle-là, qu'on reporte ici ensuite, avec le 1 demi ici, sans l'oublier. Et donc, ça permet de calculer très facilement cette somme avec une intégrale, puisqu'on s'intéresse à la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme. Donc, on obtient après calcul de primitive avec le ln, que le résultat est ln de 2 sur racine de 2. Et enfin, la question 10 bis pour les maths appro. Ici, il s'agit d'une autre intégrale à calculer, mais en fait, la seule différence, c'est que la fonction que l'on obtient ici a pour primitive arctan, donc l'arctangente. Et donc, ce n'est pas une fonction qui est au programme des maths appli, mais sinon, l'exercice était aussi abordable. Et la valeur est pi sur 4. Donc, c'est exactement le même principe ici, mais avec la fonction arctan qui n'est pas au programme des maths appli.